Donc, qui on est, pourquoi on intervient? Donc, on est deux conseillers énergie du réseau FAIR, donc faciliter, accompagner et informer à la rénovation énergétique. Donc, Samy Mejri de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, et puis moi, Olivier Blovac, de la Maison Énergie Habitat Climat. Donc deux structures qui sont là pour conseiller, accompagner, informer les gens dans leur projet de rénovation énergétique, sur la partie technique, sur la partie financière, les types de travaux, l'isolation, le chauffage, la ventilation, les aides financières, enfin tout un accompagnement global dans la rénovation énergétique. Alors je sais pas si c'est toi Samy qui a mis la notation rouge là, mais voilà. Donc, ce que je disais, mission de service public auprès des particuliers. Donc, le service public de la rénovation énergétique, des conseils neutres et gratuits. Donc, vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone. On n'est pas lié à des fournisseurs d'énergie ou à des entreprises en particulier. On est là pour vous accompagner gratuitement et vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. Ça passe par des permanences, ça passe par des rendez-vous téléphoniques, ça passe par des ateliers en ligne, des conférences, des webinaires, enfin tout ce qu'on fait actuellement. Alors on va attaquer le vif du sujet. Donc déjà, pourquoi rénover? Parce que donc, le sujet, c'est la rénovation performante. Comment réussir une rénovation performante? Mais déjà, pourquoi faire une rénovation performante? Donc on a sorti quatre points, on va dire, qu'on peut mettre en avant. Donc, premier point, c'est le confort, qui est en général la raison la plus retrouvée dans les travaux de rénovation énergétique, c'est le confort, pour se sentir mieux chez soi, confort thermique, confort qualité de l'air, avoir un ressenti meilleur. Il y a aussi les baisses d'énergie, les baisses de charge d'énergie, donc payer moins de factures. C'est aussi une raison assez importante. La réduction de l'impact environnemental, consommer des énergies avec un bilan environnemental meilleur, des énergies qui sont plus vertes, entre guillemets. Et puis valoriser son patrimoine, c'est sûr que quand on refait une façade, donc quand on isole par l'extérieur et donc on refait la façade, ou quand on isole son logement, on augmente aussi la valeur de son logement. Il y a des études qui ont été faites sur ça, on en parle souvent, mais du coup, effectivement, quand on augmente d'une classe énergétique, on peut valoriser son patrimoine de 5-10%, donc c'est quand même non négligeable. Et puis de plus en plus, les bâtiments qui ne vont pas être performants, ils vont perdre de la valeur parce que ça va être de plus en plus important. Alors, le parcours de la rénovation, donc en gros, l'accompagnement que nous on propose à l'ALEC et à la MEC, c'est dans un premier temps un diagnostic initial, donc au téléphone le plus souvent, on va poser un certain nombre de questions pour avoir une idée globale de l'état de votre maison ou votre appartement, voir un peu quel est votre budget, quels sont les travaux prioritaires, voilà, tout ce qui contribue à définir un projet et à prioriser les travaux. Excusez-moi, on ne vous entend pas du tout. Ouais. Merci. Olivier, tu m'entends pas non plus? Je t'entends très faiblement. Ouais. Ah. Hop, je vais essayer. Alors, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est mieux là? Oui. Ouais, c'est bon? Ouais. Oui, on vous entend bien. Ok, parfait. Donc je parlais du diagnostic initial, donc l'aspect un peu technique du projet, à savoir quel système de chauffage on va prioriser, quel type de matériaux pour l'isolation, etc. Ensuite, on va parler de financement, c'est-à-dire quelles sont les aides financières qui existent, comment est-ce que vous pouvez les demander en fonction de vos tranches de revenus, etc. Ensuite, il y a le volet choix des professionnels. Donc nous, on référence au sein de notre agence des professionnels qui sont RGE, donc reconnus garants de l'environnement, qui est un label obligatoire pour pouvoir obtenir des aides financières. Donc on vous envoie des listes de pros pour que vous puissiez faire établir des devis. Et ensuite, une fois que ces devis sont établis, on peut vous donner nos avis sur ces devis-là, à savoir est-ce que les devis
comprennent toutes les mentions obligatoires pour pouvoir prétendre aux aides. Hop. Donc, il y a souvent un principe qu'on retrouve assez fréquemment, c'est la démarche négawatts. Donc, c'est la démarche qui permet d'infléchir la courbe d'augmentation des consommations énergétiques par 3 principes qui sont dans l'ordre. La sobriété énergétique, donc c'est utiliser juste ce dont on a besoin, donc prioriser les besoins et ne pas utiliser plus d'énergie que ce dont on a besoin. Donc, si on prend un exemple, c'est allumer juste là où on est, mettre une ampoule, voilà, ne pas laisser la lumière allumée, si on résume. Deuxième principe, c'est l'efficacité, c'est réduire la quantité d'énergie pour ce besoin-là. Donc, si on prend la même analogie, ce serait utiliser des ampoules LED plutôt que des ampoules à incandescence. Voilà, donc utiliser des équipements efficaces. Et puis le troisième, c'est utiliser des énergies renouvelables. Donc là, ça serait que cette ampoule LED soit alimentée par des énergies renouvelables, du photovoltaïque, peu importe. Et voilà, ces 3 principes qui sont en général les grands principes qu'on utilise pour après faire les scénarios de travaux, enfin les scénarios de consommation d'énergie à l'horizon 2050, etc. pour faire pour réduire fortement la consommation énergétique. Donc nous, à notre échelle, ce qui nous intéresse, c'est plutôt sur le logement, sur le bâtiment, puisque le logement, bon, c'est 40% des consommations énergétiques et 20-25% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quand même un levier assez important. Et donc dans ce logement-là, il y a des déperditions, puisqu'il y a un écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, il y a de la chaleur, le chaud va vers le froid, et donc il y a de la chaleur qui va traverser les parois, surtout si elles sont non isolées. Donc là, en l'occurrence, c'est une maison qui est non isolée. On voit que par la toiture et par les murs, on a les déperditions les plus importantes, 20 à 30% de déperditions par le toit, 20 à 25% par le mur. Ça s'explique parce que les surfaces de ces parois-là sont les plus importantes dans une maison en général. Et puis parce que l'air chaud a tendance à monter, donc du coup l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur est plus important que par exemple entre le plancher, par exemple au niveau du plancher bas. Donc pas besoin de retenir ces chiffres en détail, mais en gros ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre en gros un manteau sur la maison pour avoir vraiment une enveloppe très performante et réduire fortement ces pertes-là. Puisque là, typiquement, sur les maisons non isolées, on chauffe les petits oiseaux, donc on chauffe l'extérieur et ça n'a pas vraiment d'intérêt de payer un système de chauffage pour chauffer en partie l'extérieur. Voilà, c'est vraiment le point le plus prioritaire en général, c'est vraiment l'enveloppe du bâtiment. Ouais, donc merci Olivier. Donc ouais, effectivement, quand on aborde la question d'une rénovation performante, en fait, on va d'abord chercher à traiter donc l'enveloppe, le bâti. Ça sert à rien de penser direct au système de chauffage. Et donc, comme on l'a vu, un des premiers postes de déperdition dans une maison non isolée, ça va être la toiture. Donc la toiture, très souvent, si elle n'est pas isolée, ça va être la priorité à traiter. Donc vous avez pour cela 3 grandes catégories. Si vous avez des combles, si c'est des combles perdus, la meilleure manière de les isoler, la moins chère, ça va être de le faire comme sur le dessin, c'est-à-dire on va chercher à isoler le plancher des combles perdus. Ça, on le fait soit par projection d'un matériau isolant, soit par rouleau ou par panneau. L'avantage de cette technique-là, en fait, c'est que du coup, les combles perdus, comme ils ne sont pas chauffés, on isole avant que la chaleur ne puisse les atteindre et ça diminue du coup le volume chauffé. Si jamais on a des combles aménagés ou aménageables, ce qu'on peut faire, c'est venir isoler directement sous les rampants de la toiture par panneau. Souvent, on fait ça en 2 couches. Et après, on a la méthode du sarking. En gros, la méthode du sarking, c'est l'équivalent de l'isolation thermique par l'extérieur, mais appliquée à la toiture. En fait, ça, c'est une technique qu'on utilise quand on a une réfection de toiture, qu'on a une toiture vraiment en très mauvais état et qu'on sait qu'on doit refaire la couverture. En fait, on va en profiter pour intégrer l'isolant dans la structure du toit, ce qui fait qu'on ne va pas perdre de hauteur dans les combles aménagés.
Alors, il y a un paramètre qu'il ne faut surtout pas négliger, surtout à Marseille, dans le sud, c'est l'inertie thermique. Souvent, les gens ont tendance à avoir recours à de la laine de verre ou de la laine de roche, qui sont des matériaux très peu chers, mais qui présentent des caractéristiques de performance en termes de confort d'été assez médiocres. Donc nous, on vous conseille plutôt de faire appel à des matériaux biosourcés, tels que la ouate de cellulose, les panneaux de fibre de bois, le liège, etc., euh, qui ont ce qu'on appelle une grosse inertie thermique. Alors du coup, l'inertie thermique, ça dépend de plusieurs paramètres, mais notamment de la densité et de la capacité calorifique du matériau. L'idée, ça va être vraiment de retarder au maximum le flux de chaleur. Donc là, je vous ai mis une petite courbe. En gros, en rouge, vous avez la température extérieure. L'idée, c'est de pouvoir lisser les fluctuations comme montre la courbe en bleu, quoi. Donc par l'usage de matériaux biosourcés à forte inertie. Donc on va chercher à avoir un déphasage thermique important. Donc le déphasage, on va viser entre 10 et 12 heures, quoi. Hop. Ensuite, bon, pour les murs, on a la possibilité d'isoler les murs soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Le plus efficace étant de le faire par l'extérieur. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a sur le petit schéma. Je vous ai mis aussi, donc, en fonction du matériau, l'épaisseur qu'il va falloir mettre pour obtenir un coefficient de résistance thermique de 5. Et ça montre bien en fait qu'il y a une misconception sur l'isolation en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent moi j'ai des murs très épais, des murs en béton, donc j'ai pas besoin d'isoler. On voit bien que c'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous avez des gros murs épais en pierre, ça va être très bon pour le confort d'été. Par contre, la chaleur va quand même traverser les parois allègrement, quoi. Donc on va chercher à isoler les parois, donc de préférence par l'extérieur. Pourquoi? Parce que là, on le voit sur ce schéma-là. À gauche, on a une isolation par l'intérieur. Donc l'isolation par l'intérieur, elle a l'inconvénient de faire perdre de l'espace de surface habitable. Et en plus, on a donc on observe un pont thermique. Donc la chaleur va passer par la dalle et accéder à l'extérieur. Alors que si on isole par l'extérieur, on voit bien que ça fait un espèce de manteau autour de la maison. Et donc on a le mur, en fait, il reste plus chaud et on évite les problèmes de condensation. On peut le voir sur la diapo suivante. Hop. Là, vous voyez, vous avez à gauche une maison qui n'est pas du tout isolée puisqu'on voit les briques. Donc on voit la chaleur qui s'échappe par la dalle. Et sur le schéma de droite, c'est une maison qui est peut-être isolée par l'intérieur, mais on voit bien que la chaleur s'échappe joyeusement par la dalle et par les murs de refend. Hop. Et donc l'isolation par l'extérieur est d'autant plus profitable que en fait la température que vous allez ressentir dans une pièce, c'est pas seulement la température de l'air, mais c'est la moyenne entre la température de l'air et la température des parois. C'est-à-dire que si vous isolez par l'extérieur, vous avez un mur plus chaud et donc vous avez une sensation de confort accru. Donc une fois qu'on a parlé de l'isolation et qu'on a vraiment traité tout ce qu'on pouvait traiter sur la maison, c'est-à-dire qu'on a isolé la toiture, on a mis du double vitrage, on a isolé les murs, on a peut-être même isolé le plancher bas, on va parler des systèmes et donc du choix du système de chauffage. Et je te laisse en dire deux mots, Olivier. Oui, alors j'aimerais juste revenir sur une question qui a été posée en répondant en 30 secondes. Donc le R25, oui, c'était juste pour un exemple. En général, ce qui est préconisé dans les murs, c'est un R supérieur ou égal à 3,7, notamment pour les aides financières. Et en fait, c'est ni la RT 2012 ni la RT existante. C'est des travaux qui sont BBC compatibles, on va dire, et donc qui sont notamment servis comme référence pour les aides financières. Pour la RT 2012, c'est pas des performances par travaux, mais c'est des performances globales, donc on peut pas vraiment dire que il n'y a pas de performance pour la RT 2012. Et pour la RT existante, c'est moins que ça, c'est entre 2 et 2,3 selon la localisation où on est. Donc pour le chauffage,
Oui, effectivement. Donc, on a parlé de l'enveloppe. Sur le chauffage, c'est sûr qu'après, c'est un poste aussi assez important. Là, c'est ce qu'on appelle l'Argus de l'énergie. Donc, c'est en gros le coût des différentes énergies en euros par kilowattheure. Donc, on doit produire 1 kWh d'énergie. Combien ça nous coûte du coup, en euros selon les différents systèmes. Donc, selon si on a une chaudière gaz propane, selon si on a une pompe à chaleur, selon si on a une chaudière granulée, selon si on a des capteurs solaires. Donc, on voit que effectivement, les plus chers, ça reste souvent des énergies qui sont non renouvelables, qui sont fossiles, donc tout ce qui est propane, gaz, fuel, même si le fuel en ce moment il baisse, mais bon, ça fluctue quand même beaucoup. Et puis après, les énergies renouvelables, souvent, elles ont quand même des prix très intéressants, notamment le solaire, qui est gratuit. Donc là, il n'y a que le prix en fonctionnement. Il n'y a pas le prix de l'investissement initial, mais c'est le prix en fonctionnement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en gros, il y a un rapport de 2 entre l'électricité et puis les autres énergies les plus utilisées, que ça soit l'électricité via pompe à chaleur, les granulés, le bois, le gaz, etc. Donc voilà, on divise par 2. En gros, après, ça dépend de différents critères, mais on peut, en première approximation, dire qu'on divise par 2 à peu près la facture énergétique. Si on passe d'une énergie électrique effet Joule à une énergie autre. PAC RR, donc c'est la PAC RR, on serait un peu plus élevé que la PAC RO. Voilà. Mais il y a les PAC qui ne figurent pas dans le graphique parce que ça dépend de pas mal de critères, mais on serait un peu plus élevé entre la PAC RO et l'électrique. Si tu veux passer. Ouais. Donc après, au niveau du chauffage, on va dire qu'on a 2 grands scénarios. On a le cas où on est en système de chauffage central, où du coup, on a une production centralisée et puis après une diffusion de la chaleur au niveau du réseau. Et puis on a le cas du système décentralisé, donc un système ponctuel, des radiateurs ou des poêles à bois, des choses comme ça. Donc déjà, c'est 2 systèmes totalement différents. Et puis après, selon dans quel système on est, on a des systèmes de production différents. Donc là, il y a une liste, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais du coup, on voit les solutions un peu plus performantes en tout cas un peu plus performantes au niveau environnemental et puis d'autres qui sont un peu moins performantes au niveau environnemental. Après, bon, il y a le choix. Il y a le choix dans les solutions. Oui, c'est exactement ça sur le CO2 pour le pellet, c'est que dans le cycle de vie, on considère que le bois a absorbé du CO2 lors de sa croissance. Voilà. Là, en termes de coûts, alors on vous a mis un tableau avec des coûts moyens. Bon, les fourchettes sont quand même assez hautes souvent, mais bon, c'est des coûts moyens. Ça, c'est sur le guide de l'ADEME qui a ces coûts-là. Et puis après, effectivement, l'étiquette énergie qui est aussi assez nouveau, mais qui permet de comparer un peu des systèmes entre eux, avec notamment la classe énergétique de l'appareil, les notions de bruit de l'appareil qui peut être aussi intéressant à avoir. Donc voilà, ça permet aussi un peu comme les machines à laver qui existent depuis plusieurs années, de comparer les différents systèmes entre eux. La ventilation. Alors, la ventilation, c'est souvent, on va dire, le parent pauvre, souvent ce qui est oublié dans une rénovation. Pourtant, ça fait bien partie des 6 postes, on va dire, essentiels, qui sont l'isolation des murs, l'isolation de la toiture, l'isolation du plancher bas, le système de chauffage, le remplacement des menuiseries et du coup la ventilation. Ventilation, c'est important, notamment pour la partie sanitaire et puis pour la partie aussi dépenses énergétiques, puisque on contrôle la quantité d'air que l'on fait rentrer ou que l'on envoie à l'extérieur selon où on se place, et donc on en fait rentrer assez, on renouvelle assez l'air pour avoir un niveau sanitaire performant, mais pas trop pour éviter d'envoyer trop d'air chaud à l'extérieur. Donc c'est très important et c'est souvent à prendre en compte au niveau des premiers travaux, pendant les premiers travaux, plutôt que en tant que derniers travaux, parce que souvent après, si on n'a pas anticipé le système de ventilation, on doit souvent recasser ce qu'on a fait, mettre des systèmes un peu compliqués. Donc c'est important aussi la ventilation, notamment quand on change les fenêtres, où du coup on rend plus étanche le bâtiment, et donc il peut y avoir des problèmes d'humidité, de condensation si on change pas le système de ventilation. Ouais, voilà, ne pas attendre que les pathologies apparaissent, les pathologies liées à l'humidité, mais
Voilà, pensez à la ventile en amont, même si on n'y pense pas beaucoup. Souvent, on a la question de est-ce que je mets du simple flux, du double flux. En rénovation, on met très très souvent, majoritairement, du simple flux, parce que le double flux, il y a beaucoup de gaines à faire passer, etc. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la ventilation. S'il y a des Oui, questions. c'est ça. Sur le double flux, pour qu'une double flux soit pertinente, il faut que le logement soit vraiment très étanche à l'air. Et donc en rénovation, c'est souvent un peu compliqué parce que, à part sur une rénovation vraiment très globale, et c'est ce qui est recommandé normalement, mais bon, dans les faits, c'est pas souvent ce qui est fait. Donc si on fait une rénovation globale où on rend le bâtiment très étanche, on refait tout, effectivement une double flux, ça peut s'entendre. Mais lorsqu'on est sur une rénovation par étape, une double flux, ça perd de son intérêt. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour l'instant sur l'aspect technique de la réussite d'une rénovation. On va maintenant passer au nerf de la guerre, à savoir les aides financières. Alors, il en existe pas mal. Je te laisse commencer à en parler, Olivier. Ouais. Alors, bon, du coup, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, on y répondra, on note toutes vos questions. Alors, sur les aides financières, donc effectivement, il y a des conditions déjà obligatoires pour toutes ces aides financières. Ces premières aides financières, de faire appel à des entreprises RGE, donc reconnues garantes de l'environnement. Il existe un annuaire en ligne. De respecter les critères de performance, c'était ce dont on parlait tout à l'heure sur le R supérieur ou égal à 3,7. On le voit ici sur les murs en façade. Donc là, c'est pour les aides financières, c'est le niveau pour les aides financières, et être éligible effectivement au niveau des ressources, parce que la majorité des aides financières sont sous condition de ressources, et donc c'est aussi un des critères qu'il faut avoir en tête avant de chercher les aides financières auxquelles on peut être éligible. Alors, du coup, on va lister un petit peu les aides financières qui existent et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc, la première, l'aide principale, je dirais, c'est MaPrimeRénov', donc qui est éligible à tout type de public, que ce soit les propriétaires occupants comme les propriétaires bailleurs. Il n'y a pas vraiment de conditions de ressources, même si on va pas recevoir la même chose selon nos niveaux de revenus. Une des conditions, donc, il faut que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans, donc ça ne marche pas sur le logement neuf. Et les montants en fait sont forfaitaires. Donc à chaque, on va voir sur la diapo suivante, mais chaque action de rénovation donne droit à un montant d'aide. Et on peut cumuler ça jusqu'à donc 20 000 € sur 5 ans. Alors, il y a encore des gens qui arrivent. Hop. Donc, MaPrimeRénov' avant c'était pour les ménages modestes ou très modestes, ça a été ouvert à tous les ménages, donc ça remplace le crédit d'impôt. Il n'y a plus de crédit d'impôt, ça n'existe plus. Maintenant c'est MaPrimeRénov' pour tout le monde. Ça a